Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver à nouveau sur Assurance TV. Dessine-moi un talent, dessine-moi le talent, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Si le talent comme la compétence sont des attributs portés par les personnes individuellement, le talent est une notion qui semble difficile de définir. Le talent est-il un des buzzwords du moment? Est-ce qu'il y a des critères qui définissent le talent en 2022, en 2023? En tout cas, un certain nombre de questions se posent et pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir autour de ce plateau Isabelle Barthes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes professeure des universités, chercheuse en sciences du management. Merci de nous avoir rejoint. Maud Padilla. Bonjour Maud. Vous êtes DRH de pôle au groupe April. Nous avons également Pierre-Michel Menger. Bonjour. Bonjour Pierre-Michel. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France et enfin Tim Guillois. Bonjour Tim. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes responsable de la structure qui s'appelle Mind Hunters. Tout à fait. Merci de votre présence. Alors, on va débroussailler le terrain, on va essayer de définir, vous allez essayer de définir ce qu'est le talent 2022-2023. Vous allez nous éclairer, mesdames, messieurs, mais une première question générale. Qu'est-ce que le talent? Nous allons en parler pendant ces 28 minutes et on va faire un premier tour de table, un petit mot-clé pour déjà initier les nombreux auditeurs. C'est quoi le talent et qui est-ce qui se lance d'abord? Maud peut-être? Ben allons-y. Allez Maud. Le talent. C'est quoi le talent aujourd'hui? Je dirais en un mot la capacité d'adaptation. D'accord. Alors bien sûr, on est sur le talent dans l'entreprise, hein, on ne va pas évoquer l'ensemble des talents. Pierre-Michel, ce serait quoi selon vous? Vous êtes sociologue? Oui, le paradoxe, c'est que c'était c'est une notion qui était au départ une quantité d'or ou d'argent, et c'est devenu pour l'individu un mélange de caractéristiques qui font qu'un individu fait la différence, et qu'il est singulier, et qu'il est autre chose que la simple distribution de ses avantages sociaux ou génétiques initiaux dans la vie. Donc on a déjà des premières pistes. Tim Guillois, vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, des dirigeants, et également en chasse de tête. C'est quoi le talent pour vous en 2022-2023? Pour prendre un peu de recul, en fait, un talent, c'est un match. Un peu comme un site de rencontre, quand les ados font un swipe à droite, ils valident la personne qu'ils ont envie de rencontrer en dating. Donc pour moi, un talent, il n'y a pas de bon ou de mauvais talent, il y a un match possible. Entre une entreprise et un talent. Et un talent. Exactement. Isabelle, votre vision de ce mot? C'est un gros challenge. Hein. Ouais. Moi, je distinguerais avoir du talent. Et là, je dirais quand il a du talent, elle a du talent, c'est un je ne sais quoi, comme disent les Américains. C'est un petit plus... Un je ne sais quoi. Et quand on parle d'un talent, d'une personne, je reprendrai une définition d'un de mes collègues, Maurice Thévenet, c'est la combinaison rare de compétences rares. Voilà. Combinaison rare. Alors là, on a de la chance quand même, hein, parce qu'on a déjà des belles pistes. Juste une chose avant de reprendre. Le talent versus les hauts potentiels, est-ce que c'est la même chose, Isabelle? Alors, le talent, on va en parler. L'origine, c'est quand même cette racine judéo-chrétienne avec la parabole des talents, où on est censé faire fructifier. Hein, donc, faire fructifier quelque chose qu'on a au départ. Alors, inné, acquis, combinaison, on va en parler. Donc, c'est vrai que la notion de potentiel, elle est très, très proche de la notion de talent. Et dans l'entreprise, actuellement, en 2022, le mot talent, c'est très proche du HIPO, en effet, du haut potentiel. HIPO. Ouais, HIPO. D'accord. HIPO. Là, Michel, vous en pensez quoi? Oui, on est entre deux situations. D'un côté, le vocabulaire du talent s'est diffusé quand on a voulu faire de la différenciation forcée du personnel, comme on l'appelle en anglais, c'est-à-dire 10% des gens font la différence, 80% du personnel font un boulot normalement et 10% on pourrait s'en passer. Et c'est sur les 10% qu'on a voulu fixer la situation. Le problème, c'est de les identifier et de les placer dans les bonnes situations. Et c'est pour ça qu'on a créé avec le talent l'idée de fast track, c'est-à-dire qu'on les développe. Autrement dit, les individus ont un potentiel, et ceux qu'on veut caractériser comme meilleurs vont être développés davantage. C'est un peu comme dans le sport ou dans la musique ou dans les mathématiques. Il faut simplement, ça se passe à l'âge adulte. D'accord. Alors, on va revenir sur les critères du talent. Hein. Pierre-Michel Menger, vous êtes sociologue, je l'ai dit, professeur au Collège de France et titulaire également de la chaire de sociologie du travail créateur. Vous avez dirigé un ouvrage collectif, Le talent en débat. Alors, que vous inspire, vous, le mot en tant que tel, le mot talent?
D'abord, c'est un mot qui est le même dans une vingtaine de langues. Et donc, c'est une sorte de passeport d'identification des qualités individuelles sur un marché du travail dans l'organisation et par-delà les frontières. D'ailleurs, la seule définition juridique qui existe du talent, c'est le passeport talent. Autrement dit, l'accélérateur d'immigration des individus très qualifiés dans toute une série de métiers à très forte valeur ajoutée, matérielle ou symbolique. Informatique, numérique, recherche scientifique, métiers de activités créatives, entrepreneuriat, etc. Donc, c'est un mot universel, d'une certaine façon. C'est un mot qui circule beaucoup. Sauf peut-être, mais on a l'équivalent en chinois, mais pas le même mot. Mais pas le même mot. Il ne sonne pas de la même manière. et c'est aussi devenu un vocabulaire de la compétition internationale en matière de science et d'innovation. La Chine, par exemple, a lancé il y a quelques années un programme des 1000 talents qui est devenu 10 000 talents. Autrement dit, il fallait faire revenir... Et bientôt 100 000 ou pas Peut-être. Il fallait faire revenir tous ceux qui avaient été formés à l'étranger, qui voulaient y rester, notamment aux États-Unis, les chercheurs, les entrepreneurs, et la Chine a dit revenez, elle appelait ça le programme des 1000 talents. Mais le problème, c'est que c'est une notion qui est à ce moment-là assez exclusive, puisqu'elle désigne certains individus et certains métiers particuliers où il faut faire la différence et donc il faut choyer les individus, comme ça a été l'idée dans le War for Talent de McKinsey qui a lancé l'idée. Et en fait, il y a une confusion qui a été créée ensuite parce qu'on s'est dit, ah mon Dieu, c'est trop exclusif, donc il faut être inclusif. Et donc à ce moment-là, au lieu de parler de personnel et de ressources humaines, on a parlé de talent. Tout le monde a du talent et on va dire le management des talents au lieu du management des ressources humaines. Et là, on entre dans une sorte d'ambiguïté parce que ça veut dire aussi que, au fond, on ne veut pas limiter les individus à ce qu'ils apportent initialement dans l'entreprise. On peut les caractériser par le matching, mais aussi par vous êtes plus grand que votre diplôme d'une certaine manière. Donc, mais vous ne le savez pas et on doit développer quelque chose. Dans l'histoire, ce mot a été utilisé. En préparant cette émission, vous m'avez parlé d'une date. Alors, il y a l'histoire de la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu il y a 20 siècles. Mais plus près de nous, et puis il y a le 1789. fameux mot du talent dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française qui dit les carrières doivent être ouvertes à tous les talents. Autrement dit, ça suffit la société des privilèges de naissance. On va enfin pouvoir faire accéder tout le monde à des activités et à des métiers sans considération de leur origine lignagière, en quelque sorte, et de leur naissance aristocratique. Et donc, c'est devenu un vocabulaire d'émancipation. Mais l'émancipation a toujours une courbure. Il y a un point de maximum où on introduit plus d'inégalités entre les individus. Et la question est jusqu'où on va dans ce sens-là. Et à ce moment-là, évidemment, le vocabulaire plus inclusif est venu se superposer au vocabulaire de différenciation. Alors Isabelle Bard, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, un professeur des universités, chercheuse en sciences du management. Vous êtes aussi à l'université de Strasbourg, conférencière, et vous êtes même en train de rédiger actuellement un ouvrage sur l'incompétence. Alors c'est ça, hein, c'est pas le sujet de notre plateau TV, mais est-ce qu'on peut évoquer le talent des managers, parce qu'il en est aussi question dans ce plateau? Oui, alors je crois que ce qui est intéressant dans le talent, c'est qu'en fait, c'est un ces mots qui flirtent avec l'air du temps. Et qu'en effet, il prend des significations différentes en fonction du moment, du paradigme, on va dire, du moment. Et je crois qu'il flirte bien avec deux choses actuellement dans le management. C'est cette notion d'inclusion, où en effet, tout le monde a potentiellement, quelle que soit son origine, son sexe, son orientation sexuelle, etc., quelque chose à donner, et voilà, ce petit talent, ce quelque chose. Et ça, c'est très intéressant. Et je trouve qu'il est très dans l'air du temps aussi par rapport à l'idée de sortir le management de la marchandisation. Et il y a quelque chose d'un peu poétique dans le talent, et il me semble que d'un point de vue une prospective de ce que deviennent les entreprises, c'est de quitter uniquement le monde de l'argent, de la financiarisation, pour faire rêver, bâtir des récits. Et la notion de talent, de héros, voilà, elle est très intéressante. Par contre, et je vais faire le raccord avec votre question, c'est, je pense que si on reste dans le monde du management, c'est quelque chose qui va bien vers les compétences, et plus particulièrement les soft skills. Ces compétences douces, relationnelles et personnelles. C'est plus ça. C'est vrai aussi pour les managers Alors voilà, et du coup, les managers ont besoin de développer leurs soft skills. Il y a un vrai métier du management qui est complètement... Il y a une mutation assez importante des managers aujourd'hui. Et on a besoin de managers talentueux au sens du développement des soft skills. Et pas uniquement des techniciens du management, des experts de métier qu'on a trop promu en tant que manager en oubliant ses compétences de management.
Donc, alors, on a fait une enquête récemment, enfin, qu'on a lancée il y a une semaine. Alors, je ne vais pas vous donner les résultats parce qu'elle n'est pas terminée, mais je vais vous donner quelques clés de réponse, en tout cas, de 150 répondants aujourd'hui qui ont répondu à la question « C'est quoi le talent ?» Alors, dans une première approche, on leur demandait de déverser en question ouverte ce qu'ils pensaient. Et dans une deuxième étape, on leur mettait une quinzaine de suggestions. Alors, je vais vous partager les résultats, les 3 premiers résultats à aujourd'hui. Donc, c'est sur 150 professionnels du secteur de l'assurance, je le précise. 1, l'état d'esprit, en numéro 1. 2, la performance dans les fonctions actuelles. 3, avoir des singularités. Humour, éloquence, empathie, authenticité. C'est et dans mon sort de poche, c'est les 3 premiers à aujourd'hui. Maud Padilla, qu'est-ce que ça vous inspire ce premier résultat? Alors effectivement, on voit qu'il y a 2 notions qui relèvent des soft skills, comme vous disiez Isabelle tout à l'heure. Après, moi, je vais plutôt évoquer le sujet de la performance, qui pour moi est davantage l'une des résultantes du talent ou de la conjugaison de talents individuels. Et l'entreprise, pour pouvoir révéler ses talents, elle doit aller créer les conditions favorables pour que les talents soient identifiés, révélés, développés au sein de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'au sein d'une organisation, quelqu'un peut être en situation de performance, et puis dans une autre organisation, que ce soit moins vrai. Donc voilà, le talent et les résultats sur la performance, moi j'ai plutôt envie de le ramener sur ce que je disais tout à l'heure, sur la notion d'adaptabilité, qui est la capacité à tirer le meilleur de son environnement, qu'il soit technique, humain ou organisationnel. Tim, ces premiers résultats, ça vous inspire une réflexion ? Une réflexion simple, puisque nous appelons Mindhunters et qu'on a une conviction très simple, c'est que l'accélération et la transformation des entreprises passent par la qualité des talents, donc des gens. La qualité des talents, au départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire les hard skills, ça veut dire les connaissances métiers qui vont être backées par un parcours de qualité. Mais aujourd'hui, à notre époque, dans un monde mouvant, complexe, avec des guerres, des crises, etc., ce qui va faire la différence, c'est le mindset, donc l'état d'esprit. Il y a une psychologue à l'université de Stanford qui s'appelle Carol Dweck et qui a écrit un best-seller mondial qui s'appelle Growth Mindset, où elle va expliquer qu'il y a 2 types d'individus. Qu'il y a des gens qui ont le fixed mindset, qui considèrent que le talent est inné et que le travail ne sert à rien, et d'autres qui ont le growth mindset et que en fait le talent est une journey et que en fait ces gens ne sont pas intéressés par le résultat mais par l'apprentissage en permanence. Évidemment, ces gens-là sont plus performants et plus heureux. Chez Mindhunters, nous qui avons eu la chance d'habiter en Inde pendant 4 ans, on considère qu'il y a une 3e voie entre cette binarité entre le fixed mindset et le growth mindset, et c'est la matière vivante de Mindhunters. On perçoit déjà des mots-clés dans notre début d'échange, savoir faire la différence. Et bon, je ne vais pas les résumer ici, mais sur les 15 items que nous avons proposés, je vais vous donner le dernier des 15 items, les qualifications et les diplômes. Pierre-Michel, dernier item cité dans la réponse à la question « Qu'est-ce que le talent ?» Ça vous surprend ? Oui et non. D'abord parce que le taux d'individus diplômés, il a considérablement progressé dans la société, et notamment chez les femmes. Donc la différence est moins facile à faire par le diplôme. Donc les qualités qu'on recherche, en fait, elles doivent se faire parmi les diplômés. La recherche de la différence doit se faire parmi les diplômés, même si tous les diplômes ne se valent pas. Dieu sait si c'est le cas. Et ensuite s'engouffre, une fois qu'on a fait ça, donc on a un socle, des connaissances, des skills. Donc c'est la base, en fait. Voilà, les skills, c'est la base. Bon, on ne peut pas travailler en étant totalement ignare et incompétent, ça c'est sûr et certain. Mais ensuite s'engouffre toute la panoplie de ce qu'on appelle aussi les fameux soft skills. Mais il y en a une longue littérature qui existe depuis très longtemps. Kant, le grand philosophe, disait le succès dépend du caractère et du talent. Et donc on peut dire, outre les compétences, de l'imagination, de la résilience, du caractère, de l'ouverture aux autres. Et on peut faire des listes. Et ces listes varient, etc., etc. Et plus les individus se différencient entre eux, plus on va maximiser les relations interindividuelles et le sentiment d'adhésion à un groupe, à un team, dans un bon matching. Maud, ça vous surprend le fait que les qualifications et les diplômes soient le dernier des items pour caractériser le talent? Alors, je vais répondre oui et non, pas très original. Oh, moi j'aimerais bien des réponses un peu tranchées. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je suis assez surprise que ça apparaisse en dernier lieu. Pas surprise que ça n'ait pas été cité, que ça apparaisse en dernier, mais pas surprise que ça apparaisse pas en premier. Alors,
Le côté surprenant, c'est qu'il faut être quand même honnête que le diplôme, il a un côté rassurant, notamment au niveau de l'embauche. Donc on se fie quand même au diplôme, ça nous rassure beaucoup. Rapidement, après, ce sont les capacités et les qualités propres à chaque personne qui vont venir s'exprimer et qui permettront à chacun de nourrir et d'accomplir, avoir un sens d'accomplissement au travail en s'appuyant sur l'organisation. Tim, vous chassez le talent, même si vous dites que vous accompagnez les dirigeants, vous chassez également le talent. Comment on fait pour chasser et trouver le talent? Justement, c'est là où notre premier métier est important. On comprend en accompagnant le dirigeant dans son business, parce qu'on est entrepreneur, on va comprendre son business, ses valeurs, sa mission, sa culture, ses pain points, et c'est ce qui va nous rendre plus pertinent pour le deuxième métier. Donc vous revenez au matching que vous évoquiez. Et là, on revient au matching. C'est là où on va être beaucoup plus pertinent dans le matching. Et quand on s'adresse, qu'on parle de ce métier de matching et là de chasse de tête, notre deuxième métier, il y a sur la population des dirigeants, de cadres sup ou de managers, des gens qui ont une carrière de plus de 10 ans ou de plus de 15 ans. Ici, ils sont restés dans leur entreprise un certain temps. On peut considérer, pas à chaque fois, mais souvent, qu'en termes de hard skills, ils ont fait leur boulot correctement. Mais ce qu'on va aller chercher chez un manager, chez un dirigeant, chez un membre du COMEX, c'est la capacité, justement en termes de mindset, avoir le bon mindset, à par exemple transformer un problème en opportunité. C'est par exemple à être capable de manager des collaborateurs à distance, avec de la bienveillance, avec de l'humilité, à être capable de se remettre en question. Et c'est là où justement le mindset va faire la différence. Alors Tim, vous me disiez, je vais interroger Pierre-Michel, parce que vous me disiez, en préparant ce plateau, pour être complètement transparent avec vous, vous me disiez, mais Jean-Luc, le talent, en fait, tout le monde a au moins un talent. Oui. C'est quoi ton histoire de faire un plateau sur les talents? Tout le monde en a un. Pierre-Michel, vous partagez ce point de vue ou pas? Oui, d'abord, on peut dire que tout le monde a développé des aptitudes particulières pour telle ou telle activité. Des singularités, des capacités spécifiques. Mais que vaut une aptitude? C'est ça la question. Si je suis un cueilleur de champignons extraordinaire, je suis heureux et mon cercle d'amateurs de champignons, lui, est ravi. Plutôt que jaloux, on espère. Mais si je suis un mathématicien formidable, eh bien alors je vais procurer à mon université, à mes étudiants et à ma communauté des bénéfices de savoir et de prestige considérables. Si je suis un virtuose des algorithmes de cryptographie ou d'intelligence artificielle, on va s'arracher mes compétences à prix d'or parce que je vaudrais sans doute de l'or, au moins pour un temps, certainement. Donc le talent, il a une valeur, mais aussi il a un effet de levier très recherché et sur la planète entière aujourd'hui dans des activités stratégiques. Et on parle souvent des CEO au sommet, mais on peut faire les choses de manière aussi horizontale. Il y a des positions stratégiques dans l'entreprise qui cherchent à capter évidemment le talent. Et donc le talent particulier matché à une position dans l'entreprise et à une activité qui est pas routinière, mais avec de la variabilité, de l'incertitude, c'est ça qui est la clé de la valeur ajoutée. Donc on peut dire que tout le monde a du talent, mais on peut dire qu'il y a des talents qui valent plus d'or que d'autres. En fonction effectivement du matching que vous évoquez également, Tim. Alors moi je me pose une question un peu concrète. Est-ce que le talent ça se voit sur une fiche de paye, sur un CV, je sais pas, sur LinkedIn par exemple? Pour les managers, Isabelle, vous pouvez me répondre ou pas? Moi, je suis pas trop... Sur un CV, ça se voit le talent ou pas? À votre question, mais alors il y a le récit de soi sur LinkedIn, la capacité à faire un récit de soi. On peut avoir du talent à se mettre en récit de façon plus ou moins... Mais moi, je suis pas du tout étonnée que le diplôme arrive en dernier. Oui. Justement, je pense qu'en 2022, on va... Alors, comme vous le dites, c'est rassurant. Et en tant que prof, heureusement que le diplôme est un passeport de compétences et pas que des compétences dures. Mais je trouve tout à fait normal qu'on se dise qu'on va chercher des talents peut-être au-delà, justement, de la sécurité du diplôme, de sa hiérarchie. Regardez la télévision. Moi, j'adore regarder la télévision. The Voice, La France a un incroyable talent. Voilà, on donne, c'est l'histoire des radios crochets, on donne à des personnes qui viennent de peut-être n'importe où et l'occasion de montrer un talent qui est quelquefois un peu exotique, mais quelquefois qui est vraiment réel, alors plutôt dans des postures artistiques, mais pas forcément que ça. Et je crois que c'est vraiment l'histoire actuellement du monde tel qu'il est en train de se faire. Et avec en plus sa globalisation, on ne va pas chercher des talents qu'avec l'autoroute américain. Voilà, on va en Asie, on va en Afrique. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant avec cette notion, qui est un peu une notion valise,
mais qui justement nous oblige à brasser la compétence, l'aptitude. Voilà. Et ça, je crois que c'est intéressant. Alors après, la monétiser, c'est une vraie question. C'est une vraie question. On parlait de soft skills. Ma question est simple. Est-ce qu'on peut évaluer l'audace avec des... Alors, il y a du business là-dessus, mais est-ce qu'on peut évaluer l'audace? Est-ce qu'on peut évaluer l'empathie? Oui, alors oui et non. C'est profondément interactionniste. On a toujours plus de talent que quelqu'un d'autre, on a toujours du talent dans un contexte, et c'est ce que vous disiez, on peut être complètement un nul dans une entreprise et un très bon... et même être très talentueux dans une autre. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de donner la chance à tout le monde. Est-ce que ça se voit sur un CV, le talent? Ça se voit à la fois en termes de niveau, évidemment, de rémunération, mais aussi, il s'est développé toute une ingénierie salariale et de rémunération avec la diffusion du vocabulaire du talent et de la différenciation. Et le bonus n'est qu'un des éléments de cette ingénierie salariale d'individualisation des rémunérations. Et elle est pratiquée de manière beaucoup plus cash et peut-être plus brutale dans des pays comme les États-Unis, et aussi dans des métiers et des activités qui sont en forte croissance et en forte profitabilité, c'est-à-dire là où la demande est plus forte que l'offre de talent. Et donc, on se les dispute, et pour se les disputer, il faut se faire dépocher, hop, on fait monter les enchères. Maud, sur le secteur de l'assurance, comment vous voyez un talent Alors, le CV, une indication, puisqu'il reprend l'éducation, l'exposition, les différentes expériences du candidat. Après, on ne peut pas le limiter à son seul CV. Donc, ce qu'on a décidé de faire chez April, c'est... Bah oui, pour voir le petit plus dont vous parliez tous tout à l'heure, c'est difficile sur un CV, non ? C'est assez difficile, c'est pour ça que sur certains postes, on a pris le parti de s'affranchir du CV et de recruter sans aller regarder le CV de la personne, et ce qui nous permet d'avoir accès à des talents qu'on n'aurait peut-être pas sélectionnés au premier regard, à la seule lecture du CV. Sur certains postes, vous précisez. Sur certains postes, et principalement des postes de chargé de relations clients. D'accord. Et puis, on a un deuxième exemple à vous donner, c'est un mécénat avec l'école 42, qui est une école d'excellence, mais qui permet aussi d'avoir accès à des profils plus atypiques dans leur formation initiale. Et pareil, on découvre des talents qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de découvrir. Et pour finir sur la question du bulletin de paye, alors le salaire, il vient quand même... rémunéré, il est en partie fonction de l'excellence et de la rareté des compétences. Pas uniquement des diplômes ? Pas uniquement des diplômes, c'est vraiment la rareté des compétences et l'excellence des compétences qu'on vient aussi rémunérer. Donc en partie, on peut dire que le talent se voit sur le bulletin de paye. Alors, Tim, un petit secret pour aller, deux points pour aller trouver des talents. Alors juste 2 points pour compléter. Je pense que en tant que talent, qui est un peu un mot valise malgré tout, on a tous un don et on doit tous être capables, nous, êtres humains ou collaborateurs, spécialistes, de connaître notre don pour pouvoir le mettre à disposition du marché. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comment un talent se mesure? Est-ce qu'il se mesure avec le CV? Est-ce qu'on est capable de le mesurer? Ma réponse, elle est oui. Parce que une entreprise qui réussit, elle a les bons talents avec le bon état d'esprit. Et on est capable de le mesurer. Nous, on pose toujours 2 questions aussi dans une job description que moi je n'aime pas trop, donc description de poste, c'est quels sont les résultats quantitatifs attendus du candidat, quels sont les résultats qualitatifs attendus du candidat, et ensuite en fonction de cette question on va être capable de travailler sur le type de candidat et sur les qualités, les soft skills et le mindset qu'on va aller chercher. Donc le ROI, le retour sur investissement, est mesurable dans un second temps chez le talent. Alors, on va pas parler de savoir comment attirer les talents, comment garder ces talents, ça, voilà, on voit ça partout, hein. Mais la question que j'aimerais vous poser plus spécifiquement, Maud, parce que vous travaillez sur le secteur de l'assurance, nos auditeurs sont des professionnels du secteur de l'assurance, c'est que est-ce que l'entreprise doit avoir du talent, elle aussi, pour savoir attirer, garder, recruter des talents? Si oui ou sinon, doit-elle évoluer, quoi? Alors, c'est une vaste question. Alors, est-ce que l'entreprise a du talent, doit avoir du talent pour savoir recruter? Est-ce qu'elle en a? Il faudrait poser la question à nos candidats et nos collaborateurs. Ouais. Est-ce qu'elle doit en avoir? Certainement, puisqu'on voit que le marché est tellement tendu qu'il faut qu'on arrive à se différencier. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des approches diversifiées et des parcours le plus individualisés possible pour attirer. Et puis, une fois que les collaborateurs sont dans l'entreprise, il faut qu'on crée les conditions pour que chacun trouve sa place et puisse exprimer son talent dans l'entreprise.
Et alors l'entreprise, elle doit un petit peu se transformer. En tous les cas, elle doit... Vous l'avez déjà évoqué avec votre accord avec l'école 42. Exactement. Mais je dirais que plus globalement, elle doit aujourd'hui aller concilier des objectifs collectifs aux attentes individuelles des collaborateurs. D'accord, donc c'est ça le grand pari pour vous, oui. Pour en plus un secteur qui manque un tout petit peu, on va le dire, d'attractivité, en tout cas aux yeux de l'extérieur. En tout cas, merci de votre franchise, Maude. On a encore 3-4 minutes à passer ensemble. Vous l'avez un petit peu évoqué, Tim Guillois, j'aimerais y revenir sur l'évaluation du talent, sur est-ce qu'il est mesurable, est-ce qu'il est souhaitable qu'il le soit, est-ce qu'il est quantifiable. Clairement, vous répondez oui. La réponse est oui, à 100% de mon côté. Alors, je suis un peu clivant exprès, mais vous prenez par exemple un entrepreneur qui monte sa boîte et qui a une petite boîte. Si l'entrepreneur a vraiment du talent, il va trouver son marché, il va trouver son... Donc, c'est sur les résultats de l'entreprise. C'est ça la quantification. Exactement. Donc, les résultats vont arriver par toutes les décisions qu'aura prises cette personne, qui aura pris les bonnes décisions. Donc, cette personne aura du talent et le retour sur investissement sera mesurable a posteriori. Pour moi, c'est une certitude. Maud, dis non de la tête. Moi, non, Isabelle, pardon. Non, moi je travaille sur actuellement l'incompétence, et si les salaires, les promotions étaient uniquement signés et liés à la performance, ça serait justement un talent de se faire connaître, de rentrer en relation avec, en reconnaissant les bons cercles, etc. C'est un talent et qui n'est pas forcément basé sur uniquement la compétence. Mais il n'est pas mesurable ce talent-là ? Eh bien non, je pense qu'il faut aussi garder un petit peu de mystère humain et de mystère du talent. Autrement, on met tout dans des chiffres et on est dans une vision managériale qui me paraît là, c'était pas des cas, c'était plutôt de se dire que la traduction du talent se trouvait... Je ne parlais pas spécialement de ce qui a été dit à côté, mais je crois que voilà, il faut sortir de cette vision-là. Et quand on dit dessine-moi un talent, on ne dessine pas des petites cases, on dessine des courbes. Des courbes, comme les beaux dessins. Des beaux dessins. Voilà, Maude, c'est quoi votre avis là-dessus ? Alors, mon avis, c'est que la performance, la compétence, elle est mesurable. Et elle est quantifiable, elle doit l'être, elle est développable. Pour ce qui est du talent, chercher à le mesurer, en fait, il n'y a pas d'unité de valeur dans l'absolu pour mesurer le talent aujourd'hui, et chercher à le mesurer, ça nécessiterait d'aller définir des critères qui le représentent, et en cela, je trouve qu'il y aurait peut-être un petit côté réducteur. Donc c'est un peu tranché. Hein. Pierre-Michel, je ne vais pas vous demander votre avis parce qu'on arrive quasiment au terme. Détecter, constater. Détecter, constater. Ça va des fonctions aussi, c'est là où c'est complexe. Bien sûr, bien sûr. Un entrepreneur va être peut-être plus facilement mesurable qu'un autre type de fonction. Bien sûr, c'est réducteur. On est obligé d'être un peu réducteur en 28 minutes. On ne peut pas rentrer, bien sûr, dans toutes les cases et dans tous les cas particuliers, les spécificités des métiers. On va vous demander, dans un dernier petit tour de table, un mot en fait pour finir cet échange très qualitatif. Si on doit retenir un critère spontanément après cet échange de 28 minutes pour affiner cette notion de talent, Tim Guillois, ce serait lequel ? La transformation, on achète ou on fait un deal avec un talent pour le futur et on va essayer de se rassurer avec le passé. Mais recruter un talent, c'est un pari, d'où le mindset. Le mindset. Maude ? Alors, je ne sais pas si je vais l'affiner, ce ne sera pas en un mot, désolé, je vais essayer d'être concise. C'est de dire qu'il faut prendre en considération la capacité d'apprentissage d'une personne, mais en tenant compte du fait que le talent, il est polyforme. D'accord, bon, ça ne nous aide pas trop dans notre histoire, je suis désolé. Isabelle, avant de faire conclure par Pierre-Michel ? Moi, je dirais sérénité, être en paix avec soi-même, et je pense qu'il faut s'autoriser aussi à ne pas vouloir uniquement faire fructifier ses talents. Autrement, on n'aurait pas cette incroyable histoire de l'humanité sans ça. Pierre-Michel, le mot de la fin sur... J'avais un seul critère, j'en ferai un algorithme et puis j'en ferai un robot. Donc c'est un peu plus compliqué que ça et on aurait un test de Turing magnifique. Non, en fait, on oscille entre 3 ou 4 caractéristiques. L'intelligence, le caractère, l'imagination, la créativité. Et le problème, c'est l'interaction entre toutes ces notions qui sont elles-mêmes des boîtes noires. Et donc, ma définition du talent, c'est la synergie entre ces caractéristiques. Moi, il y a aussi un peu de plasticité. Bien sûr, la plasticité, elle fonctionne avec la variabilité de l'activité. Ouais. Quand une activité est routinière, on n'avait pas besoin de talent. Tout
est prévisible. C'est quand il n'y a pas de prévisibilité, qu'il y a de la variabilité, qu'il y a de l'incertitude, de l'aléa, que là, on doit mettre en œuvre toutes ces qualités. Elles sont maximisées à ce moment-là. Affronter la difficulté, ça ne se fait que dans ces conditions-là. C'est ce que disait d'ailleurs déjà Marx. On ne se connaît pas soi-même avant d'affronter la difficulté. On terminait sur Marx. Je ne l'aurais pas parié en début de plateau. En tout cas, merci mesdames, merci messieurs de votre présence. C'est un échange très intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur l'assurance en mouvement. Il y a une enquête en ligne pour donner votre avis, parce qu'il est important. En tout cas, pour les acteurs du secteur de l'assurance, qu'est-ce que le talent? Vous pourrez répondre en questions ouvertes et ensuite répondre à quelques petits items, pardon. Et puis un rendez-vous que beaucoup ont noté déjà, c'est le 16 mars 2023 où les talents de l'assurance lancent un grand événement pour rendre visibles ces talents qui sont parfois un peu invisibles. En tout cas, merci à toutes, merci à tous. Ravi de cet échange et à très bientôt sur Assurance TV.